يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho, programme de la semaine. Un peu de macroéconomie avec le compte rendu du Fonds monétaire international au sujet de l'économie algérienne et ce à l'issue des consultations de la mission du FMI en Algérie. Au titre de l'article 4, le constat global est plutôt satisfaisant. Les perspectives à court terme de l'économie algérienne restent globalement positives malgré l'incertitude. À l'échelle mondiale, une inflation qui recule de 5 points en 2024, une prime à la stratégie de diversification et un taux de croissance en hausse pour l'activité hors hydrocarbures en Algérie. Cependant, l'institution de Bretton Woods, connue pour ses penchants pour les politiques d'austérité, d'une certaine manière préconise la vigilance sur le plan budgétaire avec des ajustements progressifs. Pour l'Algérie, l'objectif est un peu plus clair, poursuivre sur la voie de la relance économique via l'investissement productif tout en soutenant peut-être le caractère social de l'État suivant les priorités du développement. D'accord, pas d'accord, analyse et décryptage. Nous allons également en débattre avec nos experts dans quelques instants. Et pour décrypter ce rapport du FMI, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir une belle brochette d'experts, à commencer par ceux qui m'accompagneront ici sur le plateau. Idil Sassi, expert international en économie et finances. Bonsoir, merci d'être avec nous encore une fois. Bonsoir Kherdin. À vos côtés se tient Abdrahman Hadef, expert international en économie également. Monsieur Hadef, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et depuis depuis Washington aux États-Unis, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous ce soir le professeur Abdrahmi Bessaha, docteur d'État en macroéconomie et expert agréé au FMI. Docteur Bessaha, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de participer à cette émission. Bon après-midi, et c'est un plaisir de me joindre à ces distingués collègues et à vous-même dans votre émission. Sans transition aucune, professeur Bessaha, nous allons commencer avec vous. D'abord un mot, si vous le permettez, sur ces missions du FMI que vous connaissez très bien. Nous aimerions éclairer le grand public à ce sujet. Pourquoi ont-elles lieu? À quelle fréquence? Et quel est leur objectif au demeurant? Très bien. Alors, le Fonds monétaire international a 190 membres basés à Washington. Son mandat est de suivre le système monétaire international et de suivre aussi les problèmes de la croissance, le problème du commerce international et des taux de change. Alors, il y a 3 missions que le staff du FMI fait dans les pays. La première mission, c'est au titre de l'article 4 du statut du FMI. Ce sont des consultations. La mission va dans un pays, séjourne 2 semaines maximum, passe en revue les développements macroéconomiques, les politiques structurelles et les politiques sectorielles, prépare un cadrage macroéconomique et des projections sur les 5 prochaines années, c'est la période normative, et laisse en fin de mission un mémoire pour les autorités qui contiendra donc 2 scénarios, un scénario hors réforme et un scénario avec réforme, et bien entendu un certain nombre de propositions en matière de politique économique, de politique structurelle et de politique sociale. Ça, c'est le premier point. Dans le cadre d'une mission à article 4, les autorités ne sont pas tenues de suivre les recommandations du FMI. Cependant, il y a une certaine valeur ajoutée, dans la mesure où c'est un regard extérieur posé sur l'économie d'un pays, sur ses politiques macroéconomiques, sur les défis auxquels le pays fait face et des propositions qui sont faites. Alors, un autre point que je voudrais souligner, c'est que c'est le Fonds monétaire international, d'après le Concordat de 89, qui a autorité en matière de politique macroéconomique. C'est pour ça que je suis un peu étonné que la Banque mondiale ait un rapport où elle fait des analyses macroéconomiques. Ce n'est pas son domaine. Son domaine, ce sont les réformes structurelles et les projets.
Ensuite, nous avons un autre point à souligner pour la compréhension de vos auditeurs et de vos téléspectateurs. Il y a 2 cycles d'article 15. Il y a les cycles de 12 mois, tels que l'Algérie, ce sont pour les pays qui ont un certain nombre, je dirais, de vulnérabilité et une exposition au choc extérieur. Ça permet de suivre donc de façon rapprochée ce qui se fait et quelles sont les propositions pour garder la trajectoire de la croissance et de l'emploi. Et il y a les pays qui sont sur un cycle de 2 ans. Bien entendu, ce sont les pays à faible risque, les pays qui peuvent résister à des chocs extérieurs. Bien entendu, la décision de mettre un pays sur un cycle de 12 à 24 mois, c'est une décision du conseil d'administration. Oui. Pour le cas de l'Algérie, donc la dernière mission a eu lieu en décembre 2023. Le rapport a été publié en avril, parce qu'il faut à peu près 3 mois, 4 mois, une fois que la mission retourne du pays, pour préparer le travail, faire avaliser son rapport par tous les départements, le faire avaliser par la direction générale et l'envoyer au conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration, il a 2 options. La première option, c'est de discuter, d'adopter le rapport dans le cadre d'une assemblée plénière qui réunisse tous les administrateurs représentant les 190 pays du monde. Et il y a une deuxième option, si aucun administrateur ne soulève d'objection à ce rapport, il est adopté suivant la procédure que nous appelons, bien entendu, sur lapse of time basis, c'est-à-dire une procédure d'approbation. Voilà. Alors, ça, c'est un peu la façon de travailler du Fonds monétaire international. L'aspect technique. L'aspect technique et l'aspect institutionnel. Un autre point fondamental, quand un pays est visité par une mission, il y a un communiqué de presse, et le communiqué de presse, il est revu par le département de communication, mais il n'engage que la mission, il n'engage pas le Fonds monétaire, ni la direction générale, ni les départements opérationnels, parce qu'ils ne l'ont pas vu, donc ils estiment que la mission, ces termes de référence, elle devrait s'y cadrer. Voilà un peu là. Est-ce qu'il concerne, professeur, le pays qui fait l'objet des consultations, justement, ce communiqué de presse? Le pays qui reçoit, le pays qui reçoit la mission, article 4, n'est pas tenu de suivre aucune des recommandations qui sont contenues dans le rapport. Pour être clair, oui. Ensuite, pour le rapport qui est fait, qui va être publié dans 2-3 mois, si l'État visité ne partage pas les points de vue de la mission, il a le droit de signaler toutes ces objections et tous ces points de vue qui doivent être reflétés. Donc, c'est un rapport plus ou moins équilibré. Pourquoi? Parce que nous sommes en article 4. Nous ne sommes pas en mission d'assistance technique, nous ne sommes pas en mission de négociation d'un programme ni de suivi d'un programme. Exactement. Ça, c'est extrêmement clair. Voilà. Ça, c'est les problèmes. Comme pour le cas de la Tunisie dernièrement ou encore le Liban, pour donner des exemples. Voilà. C'est clair, la Tunisie ne souhaite pas avoir un programme avec le Fonds monétaire international. Elle est parfaitement libre. Le seul problème qui se pose pour un certain nombre de pays, malheureusement, qui n'ont pas accès aux marchés financiers internationaux, c'est comment financer les besoins en balance des paiements, où trouver l'argent. Ça, c'est le problème fondamental, parce qu'en fait, le cadre institutionnel fait que les pays qui sont en situation de balance des paiements, ont besoin de balance des paiements aiguë, il faut trouver un financement. Et en général, pour les pays qui sont des pays en voie de développement, c'est le seul recours. Et bien entendu, les bailleurs de fonds leur proposent d'avoir d'abord un programme avec le FMI avant de venir solliciter l'aide bilatérale ou multilatérale. Voilà un peu grosso modo le décor qui est planté. Parfait, professeur. Dites, oui. Je vous en prie. Vous avez toujours la parole, professeur. Allez-y. D'accord, merci. Alors, pour ce qui est de la mission qui a séjourné en Algérie lors de la seconde quinzaine du mois de juin, bien entendu, c'est une mission article 4. Elle a laissé un mémorandum aux autorités extrêmement détaillé. Mais par contre, le communiqué de presse, je suis resté un peu sur ma faim parce qu'il est vraiment squelettique. Voilà. Alors, il y a 2 parties. Professeur, avant d'en parler, avant d'aller dans les détails, si vous permettez, j'aimerais avoir votre point de vue.
globale d'abord sur le contenu de ce communiqué de presse et non par rapport. Est-ce que selon vous, justement, le Fonds monétaire international a pu cerner les contours de l'économie algérienne sur le plan macroéconomique? C'est son job. S'ils ne le font pas, il faut les licencier. Oui. Ils sont obligés de faire le point sur le passé, c'est-à-dire jusqu'à l'année qui précède la date de la mission. Comme ils sont venus en juin, bien entendu, il faut faire le point à fin 2024. Le point y est. Les principaux indicateurs macroéconomiques sont là. Très bien. Deuxièmement, il y a aussi une analyse des politiques structurelles qui ont été mises en œuvre et ça a été reflété dans le communiqué commun, peut-être un peu à la va-vite, mais ils sont là. Les recommandations, bien entendu, le sont. En fait, il faut être extrêmement prudent quand on lit un document du fonds. Ce sont des documents feutrés. Voilà. Les choses, on prend note de ce qui est fait, mais on estime que pour continuer vers la voie de la restauration de la croissance et de l'emploi, il y a un certain nombre de mesures à prendre qui sont bien entendu laissées à l'initiative de l'État. Donc, dans ce domaine, il y a une réponse, mais je persiste à dire que le communiqué aurait pu être un petit peu plus étoffé, d'autant plus que c'est la seule source d'information sur le plan macroéconomique qui est disposée en Algérie. Par exemple, ils auraient dû ajouter un tableau synthétique à la fin du communiqué. Ceci étant, il répond à un certain nombre de besoins. Comme vous l'avez cité dans votre introduction, nous avons un chiffre sur la croissance qui est en recul par rapport à l'année dernière, ce qui est normal compte tenu des risques internes, des risques externes et bien entendu des déséquilibres macroéconomiques internes. Donc la croissance, elle est à 3,6 par rapport à 4,4. Là, je voudrais observer, c'est que nous sommes coincés, nous sommes enfermés dans une trappe de croissance qui ne dépasse pas 3,5 depuis 2000. Donc, il y a un problème au niveau de la qualité des politiques et surtout des réformes. En ce qui concerne l'inflation, il y a bien entendu une baisse spectaculaire de 9,2 à 3,4. 5 points de gagné. Ceci étant, je devrais pondérer, parce qu'il faut qu'on se parle en toute vérité, l'indice des prix à la consommation qu'utilise l'ONS est un indice des prix qui est un peu dépassé puisqu'il est basé sur 2001. 2001, c'est-à-dire il y a 24 ans. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Ensuite, pour ce qui est, bien entendu, du déficit compte tenu de la baisse des prix du pétrole et du recul de la production, nous sommes en train d'enregistrer un déficit par rapport à un surplus en 2023. Oui. Par contre, le gros problème, c'est le déficit budgétaire. Alors avant de passer, si vous le permettez, au déficit budgétaire, j'aimerais d'abord faire un petit tour de table avec nos invités. On va commencer, professeur, si vous le permettez, par les points positifs. Commençons, messieurs, par les points positifs, et notamment celui des perspectives à court terme, jugées positives par le FMI, malgré un environnement géopolitique des plus instables, ayant une influence directe sur la politique énergétique au niveau global. Je pense que tout le monde pourrait en convenir. Alors, la croissance de l'activité aux hydrocarbures s'établit, et celle-ci, à 4,2%. Ça tombe bien. Il s'agit d'un objectif tracé par le gouvernement. Que peut-on en conclure? On conclut qu'il y a un enclenchement très intéressant. Donc, c'est historique, entre parenthèses, et c'est essentiellement un secteur très stratégique qui est l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a une qualité, ce n'est pas des services comme ça, légers ou qui n'ont pas de résilience, etc. Donc, c'est de l'agriculture, c'est du solide. Et ça, c'est un chiffre très important. Et derrière l'agriculture, ça veut dire qu'il y a un écosystème qui va suivre 4,2%, c'est très très bien. D'un côté, on a aussi l'inflation, pour ne pas répéter, donc c'est un chiffre très intéressant. Derrière ces deux chiffres, on va en parler peut-être tout à l'heure, il me semble en tout cas que l'Algérie démontre une certaine résilience malgré l'incertitude internationale et les défis internes en termes de demande de croissance qui stagne un petit peu, etc. Donc cette résilience et ces agrégats qu'on a, je pense qu'il est temps peut-être d'enclencher des phases plus intéressantes, plus ciblées et plus techniques, dont on va parler tout à l'heure, qui vont permettre d'aller chercher cette croissance et d'autres objectifs plus importants. Abdelrahman Hadef, même question, cette croissance de l'activité hors hydrocarbures qui s'établit à 4,2%, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure de manière globale?
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, déjà, par rapport à ce rapport et par rapport aux résultats qui ont été communiqués, malgré que le communiqué de presse n'ait pas été aussi riche, Oui. mais dans le rapport, on peut retrouver pas mal d'indicateurs. Je pense que c'est des résultats quand même qui sont assez objectifs par rapport à la situation de l'économie algérienne qui est en pleine phase de transformation ou de mutation. Donc, tout à fait normal qu'on ait ce genre de résultats. Et pour revenir un peu au taux de croissance et surtout à la croissance hors hydrocarbures, là aussi, ça démontre que le premier paquet des réformes qui ont été enclenchées depuis 2020 commence déjà à donner des résultats. Malgré, c'est des résultats quand même assez moyens, mais là, il y a une réelle dynamique qui est perçue aujourd'hui et qui est constatée sur le terrain. Et je pense que c'est de bon augure déjà. C'est quelque chose qui va permettre maintenant d'enclencher, comme disait M. Sassi, un deuxième paquet de réformes et surtout de l'accélérer pour maintenir cette tendance de croissance positive et surtout aller vers une plus grande participation des acteurs de l'écosystème privé. Là, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça a été aussi discuté dans ce rapport, le secteur privé, maintenant, doit prendre le relais, surtout dans des secteurs bien définis, pour essayer de tirer la croissance vers le haut. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un secteur privé qui permet à l'économie algérienne d'aller dans des performances encore plus importantes que les 4%. D'ailleurs, M. Bessaha l'a bien signalé, c'est qu'on est pris dans un intervalle très restreint en termes de croissance globale qui tourne autour des 3,5 jusqu'à maximum 4, voilà. Et là, aujourd'hui, nous avons besoin des secteurs qui tirent cette croissance vers le haut. Nous avons besoin d'une croissance, si on arrive, pour arriver déjà à atteindre cet rééquilibrage macroéconomique, nous avons besoin d'une croissance autour des 6%, 6 à 7%. Et là, il y a toute l'importance aujourd'hui dans ce cycle de transformation d'intégrer une nouvelle approche dans le modèle économique et je dirais même une nouvelle doctrine dans ce modèle économique basé sur le libre-échange, la liberté d'entreprendre et aussi sur l'intégration des technologies nouvelles. Aujourd'hui, les deux leviers les plus importants, et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les économies mondiales, c'est le levier de la productivité. Il faut y travailler énormément pour que notre productivité augmente et surtout aussi la compétitivité parce que nous sommes appelés à s'ouvrir davantage sur les marchés internationaux et donc pour aller faire de la compétition, il faut que nos produits, nos entreprises et surtout nos politiques intègrent ces notions de compétitivité. Merci Abdelrahman Hadef. Professeur Bessaha, alors selon vous, quels sont peut-être les secteurs qui tirent cette croissance et que doit-on faire pour la consolider, voire l'améliorer? Le professeur Bessaha revient dans quelques instants, me dit-on, à l'oreillette et dire, Sassi, quels sont justement les secteurs qui tirent cette croissance hors hydrocarbures? On a parlé de l'agriculture qui est une expérience algérienne financée donc en bonne partie par les instruments publics. Donc ça c'est un point aussi sur lequel il faudrait peut-être réfléchir à plus d'efficacité. Mon ami a parlé des secteurs qui tirent la croissance vers le haut, c'est l'innovation, c'est tout ce qui est technologique, c'est les recommandations en fait à l'international. Quand il y a une sorte d'essoufflement, on va chercher un peu plus de croissance dans ce sens. Moi, en tant que financier, ce que je vois en tout cas, je dirais que il est temps peut-être d'appliquer des politiques monétaires plus ciblées, plus flexibles, pour donner plus de jus pour l'économie, c'est-à-dire une gestion de la masse monétaire, etc., de façon un peu passive et standard, ne permet pas de donner tout le potentiel de ce que nous pouvons faire. Donc il est temps peut-être d'introduire de nouvelles manières de faire. Si on veut 400 milliards aujourd'hui, si on a cette ambition, il faut permettre derrière une vraie politique monétaire
qui gère des risques de façon rapide et qui anticipe, mais en même temps qui donne plus de relais Le FMI a pour salué l'économie. les efforts entrepris jusqu'à maintenant, et notamment grâce à cette réforme Alors, avancée de la loi alors sur pourquoi je dis ça? Parce crédit à la que j'ai toujours eu en tête cet exemple et je cherche toujours à rappeler pour les Algériens, l'Algérien que je suis et mes collègues en tout cas, à chaque occasion. Je me souviens quand il y a eu la crise des subprimes, l'Algérie a appliqué les recommandations subprimes carrées. On a pris Basel, on a fait ce qu'ils ont dit. On s'est retrouvé très rapidement sur un système bancaire en surliquidité parce qu'on n'avait pas la même crise en fait. Donc prendre et appliquer à la lettre sans le recul. Donc adapter toujours. Exactement. Donc gérer le taux de cette manière un peu passive, etc. C'est bien, c'est prudentiel. Mais si on veut maintenant, peut-être qu'il y a une forme de relance qu'il faut mettre avec des moyens peut-être limités de l'incertitude. Il faudrait maintenant que la corde soit plus tendue et plus sur le terrain en termes de risque et en termes de donner plus de possibilités pour le financement. Merci Cécile. Le professeur Bassaha est de retour parmi nous. Professeur, il y a cette inflation, on en a parlé, vous l'avez souligné, qui passe de 9,3% à 4% en 2024. L'inflation, vous le savez bien, a été pendant près de 3 années le cheval de bataille de toutes les banques centrales et de tous les argentiers du monde. Quelles sont en quelque sorte les largesses que donne une inflation réduite, maîtrisée à 4% sur le plan structurel pour un État comme l'Algérie? D'abord, avant de répondre sur l'inflation, je voudrais quand même revenir très rapidement sur la croissance. Sur la croissance, effectivement, il y a 3,2, comme je l'ai souligné. Un seul indicateur ne permet pas d'avoir une mesure, une analyse macroéconomique globale. 3,2, c'est le taux moyen sur lequel l'Algérie est restée coincée depuis 2000, pour des raisons toutes simples. Et quand vous regardez aussi la structure du PIB à fin 2024, vous constatez quoi? Vous constatez que vous avez une agriculture à 12%, vous avez un secteur pétrolier à 24%, vous avez un secteur industriel qui est à 8% par rapport à 18% en 82. Ouais. Vous avez aussi un secteur des services qui est des services à très faible valeur ajoutée. Avec une telle structure, je crois que la croissance à 3% n'est pas à la hauteur des défis de l'Algérie, d'autant plus que nous avons près de 2 millions de chômeurs. Ça ne suffit pas pour réduire le stock, ça ne suffit pas pour absorber les flux qui rentrent chaque année de 200 000 à 250 000. Donc les 3,2% posent un problème en Algérie, d'autant plus que si vous regardez la productivité de l'économie algérienne, vous avez sur les 3,2%, vous avez à peu près 1,8 qui vient du travail, 0,8 qui vient du capital et 0,7 qui vient de l'innovation, de la productivité totale des facteurs, les problèmes d'innovation. Donc il y a un sérieux problème avec le modèle algérien qu'il va falloir rebooster. Il va falloir le rebooster à travers des mesures structurelles, mais au travers aussi des politiques macroéconomiques. Voilà, je rebondis sur l'inflation. L'inflation est tombée de 9 à 4,2. C'est un exploit. Mais oui, gardons à l'esprit aussi que le taux de l'inflation en Algérie n'est pas approprié. Que nous avons, je dirais, une base 2001, il y a un certain nombre d'éléments qui poussent à la baisse du taux d'inflation, c'est-à-dire de la partie subvention, mais vous avez un certain nombre d'autres éléments qui ne sont pas intégrés dans la mesure de l'inflation. Et je souhaite que notre pays mène une consommation très rapide et puisse nous donner une mesure de l'inflation qui corresponde à la réalité d'aujourd'hui. Voilà. 30 secondes avant de marquer une courte pause, j'aimerais insister, dire ceci justement sur la manière dont la capitalisation sur cette baisse de l'inflation pour renforcer la crédibilité de la politique monétaire qui vient d'être évoquée par le professeur Bassaha et attirer des avantages d'investissement étrangers en 2025. Comment cette capitalisation pourrait-elle se faire ? Elle se fera en donnant plus de possibilités de financement. C'est-à-dire qu'on peut injecter plus de capital pour l'investissement. Donc ça peut libérer plus de possibilités pour l'investissement. Cela étant dit,
Si on regarde le déficit aussi, il faut aussi regarder ce curseur qui est très important. Nous sommes à 13,9% sur le plan interne. Je ne parle pas du compte courant qui est l'étranger, donc sur le plan interne. Il y a à mon avis, urgence à mettre en place des objectifs pour la réduction de ce déficit interne qui risquerait demain, si on injecterait ces possibilités, de partir vers des financements qui ne sont pas d'ordre investissement, c'est pour financer le déficit. Donc c'est des équilibres, je pense que la prochaine loi de finances, j'espère en tout cas qu'il y aurait des objectifs qui seront clairement annoncés. Merci Delsassi, mesdames et messieurs, il est temps de marquer une courte pause avant de revenir au débat sur le plateau des pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre d'abord, bonsoir, nous parlons ce soir du compte-rendu du FMI à l'issue de l'achèvement de la mission de consultation au titre de l'article 4 en ce qui concerne l'Algérie. Abdrahman Hadef, les efforts que déploient justement les autorités pour diversifier l'économie et améliorer le climat des affaires, notamment pour stimuler les investissements privés, sont salués par le FMI. Parmi les principales initiatives, on peut citer la création d'un guichet unique pour l'accès aux fonciers industriels, les efforts visant à aligner les exportations sur les normes internationales ou encore la promotion du commerce en ligne, entre autres mesures annoncées et conduites actuellement par le gouvernement algérien. Qu'est-ce qu'il faut en penser et comment les consolider ? Écoutez, je pense déjà l'enjeu et le défi de la diversification, c'est un grand projet en soi. Aujourd'hui, il faut aller sur les secteurs qu'il faut activer pour vraiment atteindre cette diversification. Et là, je citerai l'effet du secteur industriel, qui est connu comme un secteur ou un levier de diversification par excellence. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'une vraie politique industrielle qui permet un peu à tous les autres secteurs, parce que ça va être, il a l'effet d'entraînement sur tout l'ensemble des secteurs. Lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est toute la chaîne agroalimentaire qui va avec. Si on parle de la chaîne minière, c'est toute l'industrie sidérurgique, l'industrie des engrais, etc. Si on parle de l'industrie aujourd'hui électrique, aussi, c'est énorme. Donc le secteur industriel, il a cet effet d'entraînement sur l'ensemble des autres secteurs. Le deuxième levier, plutôt pour l'industrie, je citerai aussi l'ambitieux objectif qui a été émis par le président de la République d'atteindre un taux dans la structure du PIB de l'ordre de 15%. Exactement. Alors que l'Algérie a déjà connu un pic de 18% en 1982. Et là, on part de loin, on part de 3%. Une moyenne de 5% voilà. Pour être un peu optimiste. Mais il y a beaucoup à faire pour essayer de redonner à l'industrie, au secteur industriel, réindustrialisation de l'économie algérienne. C'est pour ça que dans un de mes derniers écrits, j'ai dit qu'il faut réinventer l'industrie algérienne aujourd'hui avec de nouveaux concepts parce que les enjeux, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0, donc c'est des usines smart, c'est des usines très connectées, c'est des usines nouvelles. D'ailleurs, même des pays développés n'arrivent pas à mettre en place ces politiques qui sont assez importantes. Deuxième secteur, à mon avis, c'est le secteur de l'économie numérique, qui est un secteur aussi transversal, qui touche un certain nombre de secteurs, et aussi où l'Algérie ambitionne, d'après l'annonce de la stratégie nationale de la transformation numérique par le HCN, le Haut Commissariat à la numérisation, ambitionne d'atteindre un taux de 20% dans le PIB. Aujourd'hui, le taux moyen mondial, il est de l'ordre de 15%. Mais il y a des pays comme la Chine
qui ont atteint un taux de 42% d'économie numérique dans la structure du PIB. Donc aujourd'hui, pour arriver, il faut, à mon sens, accélérer les réformes, pas seulement continuer ces réformes-là, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de les accélérer et d'aller vers de l'implémentation, de la mise en œuvre de cet esprit de réforme dans l'environnement de l'investissement, dans le climat des affaires. Quand on parle de l'environnement de l'investissement aujourd'hui, effectivement, nous avons fait un bond en termes de dématérialisation de l'acte d'investir, en termes de réforme de procédures administratives. Mais à mon avis, nous avons aussi des défis à relever en termes de foncier économique, en termes de réalisation des zones économiques et des zones industrielles. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, à mon avis, et d'ailleurs c'est un des projets sur lesquels j'avais déjà travaillé dernièrement, à mon avis, l'Algérie a besoin de concevoir de nouveaux modèles de zones industrielles, à l'exemple des zones économiques spéciales, qui sont des leviers de diversification, des leviers de promotion du commerce extérieur, parce que c'est un des objectifs aussi du gouvernement aujourd'hui de s'intégrer sur les chaînes de valeur régionales et mondiales. Et là, toute la problématique d'attirer les bons investissements étrangers qui vont ramener du capital, qui vont ramener de l'expertise et de la technologie et qui vont permettre à l'Algérie de s'insérer dans cette chaîne de valeur. Dernier point aujourd'hui sur lequel nous devons travailler pour atteindre cette diversification, c'est l'aspect humain. La ressource humaine, aujourd'hui, doit être qualifiée, doit être formée pour relever ces challenges. Aujourd'hui, des pays comme la Chine, où j'ai eu l'occasion d'aller visiter des centres d'excellence et des pôles technologiques, c'est des armées d'ingénieurs qui sont en train de former. C'est des armées d'ingénieurs. Et d'ailleurs, les États-Unis reconnaissent leur retard par rapport à la Chine dans cet aspect-là. D'ailleurs, Tim Cook, le propriétaire de Apple, l'a dit clairement lorsque Donald Trump demande à rapatrier les usines de Apple aux États-Unis. Il lui a dit clairement, on n'a pas cette main-d'œuvre qualifiée qui va faire fonctionner ces usines. Donc aujourd'hui, l'Algérie, et M. Ben Saha l'a bien dit, elle est en train d'avoir quelque chose comme 200 000 à 300 000 diplômés par an des universités. Il faut le signaler que 35% sont dans des filières technologiques. Et l'enjeu aujourd'hui, et surtout le défi, c'est de les former selon les besoins de cette diversification économique, selon les besoins du secteur économique et surtout du secteur privé. Merci Abdrahman Hadaf Idel Sassi. Même chose, le FMI consent peut-être à partager la vision de l'Algérie en matière de réformes structurelles à court terme. Comment consolider aujourd'hui ces réformes avant justement d'entrer dans la deuxième phase, peut-être celle qu'anticipe le FMI, celle du rééquilibrage le rééquilibrage budgétaire, réforme financière. Si vous permettez, est-ce que le FMI aujourd'hui peut reprocher à l'Algérie d'avoir une feuille de route ambitieuse en matière de relance économique et industrielle pour laquelle il faut injecter des capitaux? Tout le monde est d'accord, c'est la manière de faire. Alors il y a l'aspect gouvernance. Ça veut dire que lorsqu'on annonce des réformes ou bien on veut arriver, les objectifs doivent être quantifiés, doivent être tracés, communiqués, il y a une pédagogie, etc., planifiée surtout. Donc ça, c'est courant. Maintenant, la manière d'y arriver, si on implique le secteur public par les moyens du secteur public, ça sera l'essoufflement. On arrivera à un terme, on n'en est pas loin, entre parenthèses. Donc il faut diversifier les sources de financement, il faut s'ouvrir au privé. Notre ami Hadef parlait de la Chine. La Chine, c'est un secteur public, mais c'est un secteur privé très fort aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut dire PPP, mais bon. D'où la feuille de route en matière d'investissement. L'investissement, libérer l'investissement. On parle du guichet unique, etc. C'est bien. Si l'État veut offrir des services, c'est toujours un plus. Mais si c'est un maillon qui va créer de l'encombrement et quelque chose qui n'est pas compréhensible, il faudrait libérer l'investissement. La personne qui veut
mettre son argent en Algérie, marhaba. C'est Oui, tout, oui. que ce soit algérien ou étranger. Notre déficit compte courant, etc., c'est les IDE. Il nous faut plus de devises. Il faut capter plus de devises. Et donc, alors, la libération de l'investissement, c'est important. Et pourquoi pas, diversification des sources de financement. À mon avis, moi, je pense que l'État devrait se retirer progressivement sur l'investissement direct. Les grands projets structurants, publics, etc., c'est clair. Oui, ça c'est clair. On peut toujours faire des JV ou bien faire des formules, des PPP, des formules comme ça. On peut toujours faire des solutions comme ça, mais il faut se retirer. Il faut aussi penser à privatiser. Il y a des choses qui aujourd'hui... Justement, peut-être que c'est la deuxième phase, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie revient de loin et on est obligé de rattraper peut-être un certain retard qui s'est accumulé. Il y a eu des décisions pour investir dans l'urgence, pour produire de l'huile, etc., parce qu'on avait eu des crises. C'est bien, c'est salutaire. Mais j'aurais aimé voir des privés produire ce qu'on a besoin de consommer. L'État, on a des fonds publics, à mon avis, devrait investir dans d'autres choses plus structurelles, structurantes, etc. Donc, le privé, pourquoi pas financer, donc diversifier les sources de financement, privatiser certains secteurs qui ne reviennent pas à l'État de gérer des hôtels, etc. Donc, à mon avis, il est temps. Juste un rappel, quelque chose d'important. On ne réforme pas quand on est bien. On réforme en temps de crise. Donc, si on pense à réformer, c'est lorsqu'il y a la crise, il y a les perspectives de bascule internationale, etc. C'est le moment d'engager ces réformes. Et le prix à payer de ces réformes, il faudrait tracer des objectifs clairs où on veut arriver. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Quel est le modèle de notre économie qu'on voudrait avoir? Très bien, merci Edel Sassi. Professeur Bessaha, alors, à l'aune de ces analyses, comment faire aujourd'hui pour concilier, pour l'Algérie ou pour un autre pays, les objectifs de la relance dans le cadre du projet de souveraineté planifié pour certains secteurs devenus hautement stratégiques et discipline macro-financière de l'autre côté, professeur Bessaha? Je crois qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Je pense que, laissez-moi vous exposer d'abord, comme je disais, le message du FMI il est très clair. D'abord, il n'y a pas de reproche vis-à-vis d'un gouvernement. C'est une analyse objective de la situation qui est remise aux autorités, à charge pour les autorités de la suivre ou de la rejeter. Ils sont parfaitement naturellement. Le problème de la diversification de l'économie, le problème de la diversification des exportations, c'est un vieux problème. Je me rappelle, j'étais jeune économiste en Algérie et dans les années 70, on en parlait. Il demeure toujours d'actualité. Maintenant, pour promouvoir une diversification de la production et des exportations, il faut d'abord avoir un cadre macroéconomique sain, très sain. Premièrement, la croissance. On a une croissance que je considère comme étant au niveau d'un potentiel très faible, 3%, alors que le potentiel de l'Algérie, c'est 7%. Deuxièmement, il faut avoir une inflation contrôlée. Troisièmement, il faut avoir des finances publiques qui sont viables. Je n'ai pas dit un surplus viable. Pourquoi des finances publiques viables? Parce que des finances publiques qui ne sont pas viables, qui sont, je dirais, qui répondent à une politique expansionniste, créent un effet d'éviction au niveau du secteur bancaire, créent de l'inflation et créent l'érosion de la monnaie nationale. Et ensuite, il faut, bien entendu, je dirais, un compte courant de la balance des paiements qui soit en équilibre et qui n'entraîne pas un endettement ni une surévaluation du taux de change. Donc ça, c'est le premier élément fondamental. Un cadre macroéconomique sain. Et au sein de ce cadre macroéconomique, le point le plus important d'ailleurs, qui est la pièce centrale de l'équipe du FMI, c'est que le déficit, il est trop élevé. S'il est trop élevé, donc il contribue à l'inflation, il contribue à l'érosion du dinar et il contribue à évincer les investisseurs privés du secteur bancaire. Donc il faut s'attaquer à ce budget. Quel est le problème au niveau du budget? D'abord, nous avons un problème de recettes fiscales. Les recettes fiscales, au jour d'aujourd'hui, fiscales, je me dis bien fiscales, c'est 11,2% du PIB. L'optimum pour l'Algérie, c'est 15 à 16%. Donc, nous avons 3 points de pourcentage qui nous manquent, c'est-à-dire à peu près 68 milliards de 6, pardon. 6, Est-ce que c'est un problème de recouvrement, professeur?
Il y a de tout, justement, je vais arriver. Il y a 3 problèmes. Il y a d'abord un problème au niveau de la politique fiscale. Les taux et l'assiette fiscale sont absolument obsolètes. Le régime fiscal, les taux n'a jamais fait l'objet d'une remise à plat, il faut le faire. Deuxièmement, nous avons une administration fiscalo-douanière qui n'est pas performante. On dépense 8, on dépense 3,5 pour avoir 1, alors que la norme, c'est de dépenser 1,5 pour avoir 1. Nous avons ensuite un problème au niveau des exonérations. Les exonérations, ce sont les instruments du passé. Aujourd'hui, les investisseurs vous demandent la stabilité fiscale. Ça, c'est au niveau des recettes. Au niveau des dépenses courantes, vous prenez la structure du budget à fin 2024, 91%, c'est la masse salariale et les subventions. Ensuite, vous avez un problème au niveau des investissements. L'investissement public en Algérie est absolument inefficient. On dépense 8 pour avoir 1. Vous connaissez tous les surcoûts, les retards, etc. Donc, il faut repenser les recettes, il faut repenser les dépenses courantes, il faut repenser je dirais, le cadre institutionnel de gestion des investissements publics. Et dernier problème fondamental, c'est bien entendu la structure de financement du déficit. Un déficit se finance par des ressources qui doivent allier la viabilité des finances publiques. Pourquoi? Parce que le budget est au cœur du système économique et la croissance. C'est pour ça que vous avez commencé par un mot que je rejette totalement, l'austérité. Personne ne parle d'austérité dans le monde aujourd'hui. Absolument pas. L'austérité, ce n'est pas faisable. In fine, l'économie doit croître. Donc, ça, c'est le premier point. Avoir des politiques macroéconomiques saines qui permettent de projeter vis-à-vis de l'extérieur. Voilà la vision que nous avons. Voilà comment nous voulons mettre de l'ordre dans nos finances publiques. Deuxième axe, il faut complètement faire une refondation du modèle économique et social algérien. Dernier point, il faut des politiques sectorielles, comme l'a mentionné le collègue Sihadef. Il faut viser maintenant le numérique. Il faut viser le vert, il faut viser le bleu, il faut viser les nouvelles énergies, parce que l'économie algérienne, pour l'instant, en matière de services, elle est basée sur des services à très faible valeur ajoutée, les pizzas, le transport, etc. Donc, il faut absolument se donner maintenant un cadre économique et structurel cohérent sur le moyen terme et lancer immédiatement la construction de cet effort. L'Algérie peut devenir un pays émergent d'ici 2050, c'est-à-dire un pays où le niveau de vie, le PIB par tête d'habitant passerait de 4 100 à 15 000. Ça, c'est faisable, mais à condition de donner une vision sur le long terme, des stratégies décennales qui nous permettent d'aboutir à cet objectif et des plans d'action qui permettront graduellement de réduire les déséquilibres, de réduire l'écart entre l'offre et la demande de produits, de se caler sur des politiques sectorielles du futur. Ça, c'est très important. Et c'est ce genre de modèle qu'il faut vendre à l'étranger pour mobiliser l'épargne étrangère. Ce que nous ne pourrons jamais nous développer, et ça, c'est valable pour tous les pays du monde, sans l'épargne étrangère. Mais à l'extérieur, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ne regardent pas uniquement le chiffre de l'inflation, ils se disent quelle est la situation macroéconomique, est-ce qu'elle est saine? Parce qu'une situation macroéconomique qui n'est pas saine ne permet pas à l'investissement de se développer, ne permet pas de mobiliser l'épargne étrangère, ne permet d'aller nulle part. Et c'est ça le message central du communiqué du Fonds monétaire qu'elle offre aux autorités, bien entendu. Maintenant, on peut toujours parler des petites mesures qui sont... Il faut maintenant un véritable programme global, cohérent, macroéconomique, structurel et sectoriel pour élever l'Algérie au rang de pays émergent. Est-ce qu'il est en marche ce programme, professeur, en Algérie, vous qui avez eu peut-être des discussions justement avancées? Il n'est pas encore en place. Ouais. Il faut le mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a d'abord le programme qu'il faut monter. Je sais qu'il y a un énorme travail technique qui se fait. Et là, c'est très important parce que, bon, il faut faire son homework, comme on dit en anglais. Il faut préparer les réformes. Les réformes ne peuvent pas se faire de la génération spontanée. Il faut les préparer. Ensuite, il faut mettre en place une équipe qui va suivre l'exécution de ce programme. Oui. Pourquoi? Parce qu'un programme, c'est une série d'hypothèses. Dans un monde aussi mouvant que le nôtre aujourd'hui, il faut à chaque fois recalibrer ces hypothèses, réajuster les politiques économiques et aller de l'avant. On peut le faire. Moi, je considère que l'Algérie a les moyens de faire ce programme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je reviens encore, mon dernier point sur le communiqué, le message central, c'est
le rééquilibrage du budget, parce que le budget est la pièce de résistance sur la question macro. Et si vous regardez un budget, c'est quoi? C'est les recettes, c'est-à-dire l'impôt, le revenu disposable, le revenu disponible, pardon. C'est des dépenses d'investissement qui doivent être saines. C'est la redistribution sociale. Et là, j'insiste sur ce point. La redistribution sociale, elle ne peut pas être écartée, mais elle doit être rationalisée et bien ciblée. Voilà un peu les idées que je voulais partager. Voilà. Merci professeur. Idriss Sassi, je me tourne vers vous. Alors, ces recommandations, en quelque sorte, avancées par le professeur Bessaha, dans quelle mesure peuvent-elles être mises en œuvre en sachant que le cap visé, tracé par l'Algérie, est celui de 2030, pas 2025. Et donc le pays prévoit certainement des ajustements en parallèle à sa politique de relance industrielle et agricole, au demeurant nécessaire et qu'il assume parfaitement. On est sorti d'une période et donc il y a eu, sur le plan légal, etc., il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. M. Bessaha a parlé de l'exécutif, de l'exécution. Et donc tout cela donc, nécessite, en tout cas, beaucoup d'observateurs le pensent, un cap, ça veut dire une vision. Je disais tout à l'heure pour le déficit, il faut tracer des objectifs chiffrés. Il ne s'agit pas de dire que demain on aura zéro, c'est pas ça. C'est de dire que sur tel échéancier, on veut arriver à tel résultat. C'est des résultats qu'il faut tracer, qu'il faut quantifier. Pour revenir à des choses simples, donc rigueur budgétaire, oui, sans remettre en cause les possibilités de financement, de jouer un petit peu sur ce taux d'inflation qui a baissé. Il faudrait des KPIs, des indicateurs de performance, etc., dans l'utilisation des budgets. Revenir à une gouvernance. En fait, ce genre de réforme, je disais tout à l'heure, les réformes sont engagées quand on est en crise. Ce genre de réforme devrait exister, c'est normal, c'est de l'amélioration de la gouvernance. Donc la vision, après, j'ai dit tout à l'heure, M. Bessaha, je pense qu'on est dans le même sens, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut de l'économie algérienne. Oui. À mon avis, j'ai dit qu'il faudrait penser au rôle de l'État. Donc l'articulation entre État et entreprises économiques publiques. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être des actionnaires et on veut un résultat? Est-ce qu'on veut avoir des sociétés pour faire du social? Est-ce qu'on veut ceci, cela, etc. Redéfinir cette relation, permettre au privé d'émerger, avoir les deux bras en même temps et puis s'ouvrir, libérer l'investissement, s'ouvrir aux possibilités, tout en gardant toutes les considérations de souveraineté, de choix de partenaires. Nous sommes un pays non aligné, donc il ne faut pas l'oublier. Nous avons suffisamment de crédibilité pour aller chercher des partenaires partout. Donc il parlait de l'épargne, oui c'est bien. Je pense déjà les mécanismes de financement, de développement, donc qui ont peut-être un caractère un peu social, etc. Il faut s'ouvrir encore plus sur ces... Il faut maintenir, oui. Exactement, il faut s'ouvrir beaucoup plus sur ça. Il y a des mécanismes à l'international. Sur d'autres possibilités, quand vous sortez un cahier de charges pour simplifier et vous dites que on veut faire du lait ou je ne sais pas et que c'est l'État qui finance ce projet, personnellement, je trouve que non, il ne faut pas laisser les gens ramener leur argent. L'État ne finance plus ce genre de projet. Il Exactement. J'ai vu des appels d'offres dans lesquels il y a des conditions que c'est l'État qui finance. Et moi, je veux voir l'argent des autres dans mon pays. On peut citer le projet voilà, donc c'est dans ce Qatari sens. Baladna. Abdelrahman Hadef pour conclure. Je reviens à ce que disait M. Bessaha, c'est extrêmement important, c'est de formaliser cette vision stratégique aujourd'hui. Nous avons besoin vraiment de la formaliser, d'un document référentiel qui va tracer un peu cette tendance stratégique 2030-2050 et aussi avoir ces cadres de réforme bien définis. Je pense que pas mal de réformes sont déjà engagées par rapport à la gestion budgétaire, il faut le reconnaître. Oui, il faut je fais référence faut le souligner. C'est pour ça que je parle de phase. Voilà, il y a eu une phase où il fallait mettre les gaz pour atteindre une vitesse de croisière avant de revenir. Il faut dire que par rapport à l'aspect gestion budgétaire, la nouvelle offre, la loi organique des lois de finances, qui est mise en œuvre pour essayer de redéfinir un peu le modèle de gestion des finances publiques à travers un modèle triannuel. Et surtout avec un système de programme objectif. Et là, donc les réformes sont là. Aujourd'hui, au-delà même de cette réforme, nous avons même des mécanismes qui sont mis en œuvre à travers, par exemple, la CNED. Tout à l'heure, M. Bessaha parlait de l'efficacité
investissements publics, la CNED, justement, elle est là, la Caisse nationale des équipements et du développement, qui est là à surveiller, à accompagner, déjà au départ, à donner un avis sur la maturité des études, etc., pour les investissements publics. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été lancées. Mais je rejoins parfaitement ce que disait M. Bessaha, c'est que cette vision de réforme doit avoir un cadrage stratégique, un document référentiel qui va peut-être avec les évolutions va être un peu ajusté, réadapté, mais il est extrêmement important parce que c'est là où on va un peu fédérer l'ensemble des acteurs. Déjà, donner la tendance pour les institutionnels, c'est tout le monde qui va travailler dans le même objectif et dans la même direction, mais aussi les acteurs nationaux, les investisseurs, ça devient plus clair lorsqu'on dit que pour atteindre ces objectifs-là, on a besoin d'un secteur agricole performant, d'un secteur industriel performant. Voilà ce qu'on souhaite avoir en termes de productivité, en termes de sophistication des entreprises. Et en dernier, aujourd'hui, il est important qu'on ait ces partenariats à l'international. L'Algérie, déjà, elle a cette ambition de s'ouvrir à l'international et d'aller chercher l'épargne internationale. C'est déjà aussi des réformes qui ont été lancées à travers la loi de finances 2025, qui a ouvert déjà une brèche pour les projets à intérêt national qui peuvent être financés par le recours à des financements internationaux. Et d'ailleurs, ce qui a amené des bailleurs internationaux, moi j'ai reçu deux avec qui j'ai discuté, il y a la BIRD et la BI qui sont venus dans le cadre d'un projet que je gère. Et les intentions exprimées par et qui sont là, ils essayent de comprendre comment que ça va se passer pour la brèche qui a été ouverte pour la loi de finances 2025. Donc, les réformes sont là. Mais maintenant, il est important, je rejoins parfaitement, et je termine sur ça, je rejoins parfaitement ce que disait M. Bessaha par rapport à la formalisation de tout cela. Il faut qu'on ait un document référentiel qui va donner le niveau stratégique, le niveau institutionnel et le niveau opérationnel pour qu'on puisse arriver à l'émergence de l'Algérie en 2030 ou en 2050. Et c'est tout le bien que l'on souhaite à notre pays, à notre économie nationale. Merci à vous, messieurs. Abdelrahmane Bessaha, docteur d'État en macroéconomie, expert agréé au FMI. Vous étiez en direct avec nous depuis Washington. Merci à vous, Abdelrahmane Hadef, expert international en économie, et Idil Sassi, expert international en économie et finance. Messieurs, mesdames et messieurs, merci de nous avoir encore une fois accordé votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Pros de l'écho. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.